Fiona Oslo, avant qu'on te découvre dans la Villa des Cœurs Brisés, saison 6, il y a quelques semaines maintenant, tu es influenceuse avant tout. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, j'ai envie de te proposer de participer à ce format d'interview que j'adore tout particulièrement qui s'appelle La vraie histoire. Est-ce que tu es Ok, prête pour qu'on raconte la vraie histoire donc, de Fiona Oslo aujourd'hui? très prête. Allez, c'est parti. Ça commence par la base, les Ok, origines, la religion, la foi, la spiritualité qui souvent est très important dans la construction ouais. d'une personne. Et c'est vrai que c'est des sujets que j'aborde jamais. Pour moi, c'est tellement personnel, Sam, que tu me fais peur, mais allons-y. Hmm, De quelle confession est-ce que tu es? Quel rapport tu as avec la foi? Alors, je crois en Dieu. J'ai une religion que je n'affiche jamais. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de buzz autour de ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je vois de mon point de vue. J'ai l'impression que tout le monde fait le ramadan, tout le monde devient musulman, ou alors tout le monde devient chrétien, etc. Moi, j'ai ma religion, j'ai pas envie de buzzer dessus, j'ai pas envie d'attirer une communauté spéciale par rapport à mes origines. Donc, je dis jamais ma religion, mais je pense que les gens qui me suivent ont compris. Donc voilà pour tout ça. Et en ce qui est des origines, j'en ai énormément. Et je les dis jamais non plus trop. Mais il faut savoir que du coup, pour te donner des idées, Fiona Oslo, du coup, je suis norvégienne, je parle russe, français, anglais. J'ai d'autres origines puisque mon père a des origines espagnoles. Et j'ai une autre origine que je dis jamais puisque c'est dû à un viol d'une femme de ma famille. Donc du coup, j'ai une autre origine dont je ne parle jamais. D'accord. Et d'où ça te vient ce mystère en fait de tes origines, de ta religion? Et tu me dis si tu veux pas que je creuse par la suite, tu m'arrêtes, hein. Une Ok. interview, comme je dis toujours, ça se fait à deux. Donc tu as le droit aussi de me dire non, je n'ai pas envie d'en parler. Alors, d'où me vient le mystère? C'est tout simplement que j'ai, comme tu comprends, plusieurs origines, donc plusieurs religions dans ma famille. J'ai pas envie de prendre le camp pour une religion plutôt qu'une autre, surtout publiquement. Ça nous regarde nous, entre nous, donc j'ai fait un choix après mes 16 ans. D'accord. Donc tu parles d'une conversion, c'est ça? Ou une reconversion. Ou une reconversion. Voilà, Exactement. Peut-être plus en adéquation avec tes pensées. exactement. Il faut D'accord. lire des livres religieux, lire, se renseigner, écouter beaucoup. Et ensuite, voilà, j'ai pris ce qui, selon moi, était la vérité. Et t'es passé par ces étapes de lecture, d'études Bien des sûr. différents livres bibliques? Mm, 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 mm. J'ai pas lu l'Ancien Testament, mais le Nouveau. J'ai lu le Coran, j'ai lu, enfin voilà, j'ai lu, je me suis renseignée le plus possible, j'ai parlé, j'ai écouté, et voilà. Et donc tu crois en quoi? Tu crois en Dieu? Tu Oui. crois en une force particulière? Tu penses qu'il se manifeste comment? Moi, je pense que Dieu, c'est pas un petit bonhomme sur un nuage, tu vois, qui nous regarde. Je pense qu'il est partout, vraiment partout dans l'air. Il est partout, partout en même temps. Et du coup, bah, bien sûr, je crois au destin. Je crois à plein de choses. Je pense que tout est écrit. Et je place ma confiance en Dieu parce que bah, ça me fait croire en moi, en fait, aussi. Donc tu penses par exemple que cette interview qu'on est en train de faire, elle était écrite à l'avance? Ouais, je pense qu'il y a du part de oui, une part de oui, une part de non. Par exemple, je vais te citer un exemple. Je pense que, effectivement, je crois en Dieu, qu'effectivement tout est écrit, mais qu'on a nos propres choix et notre libre arbitre dans la vie. Je pense juste que par contre, on est prédisposé à vivre des choses, et notamment les épreuves. Moi, ça m'a beaucoup aidé à toutes les épreuves de ma vie. Je me disais Dieu m'aime. Parce que souvent, si tu remarques, les personnes qui se rapprochent de Dieu, c'est les personnes qui souffrent. Les personnes pauvres, les personnes qui vivent des souffrances, qui ont des maladies, se rapprochent de Dieu. Je me dis, Dieu m'éprouve, donc Dieu m'aime. C'est vrai, ou souvent on a l'exemple de personnes qui, en prenant de l'âge, en arrivant vers la vieillesse, Oui, se rapprochent de Dieu. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est une béquille pour se rassurer, ou est-ce que la foi, elle peut se manifester là, à ce moment-là? Pourquoi auquel cas elle ne s'est pas manifestée avant? je pense qu'il y a la peur, la mort, toutes ces choses-là qui font qu'effectivement, quand on est malade, on a envie d'avoir de l'espoir dans sa vie. Donc on place l'espoir en Dieu. On a envie de placer l'espoir dans une autre force euh, surnaturelle, entre guillemets, plutôt que juste j'espère que le médecin il va me sauver. Non, on a envie d'y croire. On a envie de placer sa confiance en Dieu. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent de la religion dans les épreuves. Et du coup, moi, c'est ce qui me fait penser que plus je suis éprouvée dans la vie, plus je suis aimée de Dieu parce que Dieu me rapproche de lui. En me causant des souffrances, il se dit, elle va se rattacher à moi. Donc en fait, elle va m'adorer, entre guillemets. Et du coup, bah, pour moi, c'est une façon de me montrer qu'il m'aime. Et C'est alors, bizarre, hein, mais... c'est ta spiritualité. T'es né dans quel environnement familial Moi, j'ai une petite sœur, un père, une mère. Voilà. qui te ressemble beaucoup? Oui, Je t'ai même demandé en off si c'était ta jumelle. ouais, je sais. On se ressemble beaucoup, on a 2 ans d'écart et on est assez proches, même si c'est vrai qu'on n'a pas toujours été proches. Pour quelle raison? Bah, je sais pas, on a un caractère très différent. Et puis en grandissant, tu sais, moi je suis partie assez tôt de chez mes parents finalement, donc
On a perdu le contact. Tu sais, quand c'est ta famille, t'as l'impression qu'ils sont obligés de t'aimer. Donc tu fais pas forcément d'efforts pour eux. Et ça, c'est une bêtise que je faisais avant. Parce que du coup, j'étais pas très sympa avec certaines personnes de ma famille. T'avais même l'impression qu'ils préféraient ta sœur à toi, je crois. Ah non, ça c'est vrai que ça, c'est un exemple que je dis souvent parce que je trouve qu'il y a toujours des jalousies entre frères et sœurs. Quand on est petit, on a toujours l'impression injustement que nos parents ils préfèrent l'autre frère ou sœur que nous et que des fois c'est un petit peu injuste, mais que c'est la perception de l'enfant. Et je justifiais ça par rapport à ce que j'ai dit dans mon coaching. Quand je dis j'ai l'impression que ma mère m'a pas aimé, c'est aussi des perceptions qu'on a enfant qui sont pas toujours reflets de la vérité, mais c'est des sentiments qu'on a au fond de nous. Parce que je voulais aussi défendre ma mère dans cette vidéo parce que j'ai trouvé dur la séquence. Tu fais référence à une séquence de La Villa des Cœurs Ouais, Brisés, j'ai trouvé c'est dur ça? quand même si effectivement, voilà, j'ai dit ce que j'ai dit, mais ma mère, voilà, j'avais pas envie forcément qu'elle ait de la peine, donc j'ai aussi justifié le fait que quand on est enfant, on a des sentiments qui sont pas toujours des faits avérés, des faits véridiques, comme quand on est jaloux de son frère ou sa sœur parce qu'on dit papa, il préfère toi. C'est faux. C'est juste qu'en tant qu'enfant, quand on n'a pas toute l'attention sur nous, on est persuadé que. Donc voilà. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Quel adjectif tu mettrais sur cette enfance pour la décrire? Difficile. Ouf, Oui. difficile. Difficile, mais facile et difficile. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à manger sur la table et des repas variés, équilibrés. Ma mère, elle cuisinait bio, elle cuisine trop bien. J'ai manqué de rien. Même pour te dire une anecdote, à 23h, j'ai réveillé mes parents, j'ai oublié de faire mon herbier. À minuit, on était dans le bois à côté pour ramasser des feuilles. Parce que pour les devoirs de l'école, j'avais oublié. C'est quoi un herbier? Un herbier, tu sais, on mettait des feuilles qu'on ramassait et on les mettait dans un livre, dans un dictionnaire, on attendait que ça sèche et après on les collait sur un petit patchwork et on les emmenait à l'école. Alors ça, c'est un chêne, ça, c'est nanani. Moi, j'avais complètement oublié. À 23h, j'ai réveillé mes parents. À 11 ans, et ben, ils se sont levés et on allait faire l'herbier. Tu vois ce que je veux dire? Donc mes parents, j'ai toujours pu compter sur eux par rapport à ça. J'ai manqué de rien. Mais c'est vrai que j'ai eu une enfance compliquée dans le sens où il se passait des choses un peu bizarres, je dirais, mais qui ont fait que j'étais très renfermée, j'avais peur des gens. Donc pour des raisons, voilà, que c'est pas la peine que j'explique, mais il s'est passé des choses qui ont fait que j'avais peur des hommes. Du D'accord, coup, j'ai ok. été voir un T'as, psy. t'as beaucoup de pudeur par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là, c'est ça? Ouais, parce que déjà, je l'ai appris très très tard. On m'a laissé penser que j'étais bizarre pendant très D'accord, longtemps. alors que ça ne venait pas de toi. Ça venait pas de moi et je l'ai su que plus tard. Voilà, tu l'as compris aujourd'hui. Je l'ai compris aujourd'hui et du coup, de comprendre la vérité, c'est ma cousine qui a gaffé, qui me l'a dit. Effectivement, j'ai eu peur des hommes toute mon enfance et j'en avais presque honte. En grandissant, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai peur des hommes comme ça? Pourquoi? Je suis bizarre, je suis bizarre. Je peux me permettre de te demander pourquoi, pour qu'on comprenne, ou tu ne te sens pas et auquel cas je le respecterai, je suis sûr que ma communauté aussi. Je pense que on comprend à peu près mon silence, je pense. Donc je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer plus. Mais voilà, il m'arrivait des choses étant enfant et on ne saura jamais quoi exactement. Puisque j'étais trop petite pour m'en rappeler. D'accord, donc même toi, tu n'en as pas vraiment de souvenirs. Non, tout ce que je sais, c'est que du jour au lendemain, je suis devenue très étrange. J'avais peur des hommes et on m'a collée chez le psy sans m'expliquer pourquoi, de mes 4 ans à mes 16 ans. Ah oui, quand même, ça a été long. Oui. Et je suis revenue quelques années plus tard et il m'a dit, j'ai toujours su que tu reviendrais. Il m'a dit, est-ce que tu veux voir ce qu'on faisait ensemble quand tu étais petite? Je lui ai dit oui. Et là, ça a été un choc brutal. Il m'a montré des dessins. Parce que quand on est petit, on parle pas à Bien son sûr. psy, on dessine. Et je faisais des dessins très très bizarres. Je dessinais toujours une feuille coupée en deux, que ce soit horizontale, verticale, en diagonale. Un côté, je dessinais la mort. Et un côté, je dessinais de la couleur. Mon papa, moi, ma sœur, une maison. Et de l'autre côté, des gens morts. Des gens même de ma famille morts. Des oiseaux morts, des poissons morts. Vous avez pu l'analyser, ça, après coup? Je saurais pas trop te répondre parce que j'ai pas spécialement voulu creuser. D'accord. Dans le sens où je saurais déjà jamais la vérité en fait, tout simplement. Je saurais jamais vraiment ce qui s'est passé. Donc tout ce que je sais, c'est que voilà, ma cousine ayant gaffé, je me suis renseignée de mon côté. Je suis allée revoir ce psychiatre-là qui m'a expliqué qu'effectivement, il y avait eu une notion du bien et du mal très floue chez moi étant enfant. Parce que du coup, normalement, on dit à un enfant, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et là, quand on te fait du mal, bah, tu sais plus ce qui est la notion du bien, du mal. Du coup, voilà, j'ai grandi Tu avec manques de repères. un petit peu. Et trop petite pour en parler, puisque même à mon psychiatre, je ne parlais pas de ça. Donc, je l'ai appris des années plus tard et ça m'a aidé à comprendre un petit peu la mentalité que j'ai eue étant petite.
Donc tu étais très renfermée sur toi-même, Ouais. tu avais peur des hommes, Mm, solitaire j'imagine aussi, ouais. dans ta bulle, Oui, sans doute, et non? j'ai cru que c'était ma faute. Parce que, par exemple, pour lutter contre ma timidité, ma mère, elle m'a dit, on va t'inscrire au théâtre, tu vas faire du théâtre, il faut que tu t'ouvres un peu. Et moi, j'avais peur de parler en public, j'avais peur des gens, c'était horrible pour moi. Et je pensais que c'était ma faute dû à mon caractère trop renfermé. Je me dis, c'est vrai, il faut que je change. Mais en fait, je savais pas que c'était dû à quelque chose qui s'est passé avant, en fait. T'étais très timide. Ouais, c'était horrible. Ça se manifestait de quelle façon? J'avais peur de sortir de chez moi pour prendre le bus. Tout ce qui faisait qu'on allait me regarder, me remarquer quelque part, me rendait malade, Donc tu voulais passer inaperçu. complètement. Comment on essaie de passer inaperçu quand on est enfant? Déjà, moi qui travaille dans la mode, je peux te le dire maintenant un peu plus. Déjà, s'habiller en noir. Quand on s'habille en noir, dans des couleurs foncées, dans des couleurs où on se renferme, des choses qui ne moulent pas notre corps, des vêtements un petit peu larges. J'étais peut-être un petit peu garçon manqué à ce moment-là. Vraiment, ça a été une courte période avant le collège. Mais oui, je pense que c'est comme ça. Et pas parler fort, pas s'imposer, des choses comme ça. Ouais. C'est dur quand même de grandir comme ça. Je me rendais pas trop compte. Parce qu'en fait on se diminue, Oui, hein, on se met pas sur un piédestal. On exactement. pense pas qu'on est quelqu'un de bien. Non, ça c'est sûr. Enfin, je savais qu'au fond de moi j'étais quelqu'un de bien, je souhaitais que du bon aux gens, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir le retour de la personne que j'étais. Et tu vois, quand après tu grandis, t'as les cheveux, ça devient encore une contrainte que tu veux te cacher, mais que les cheveux tu peux pas te le cacher. Et comment tu t'es dénoué en grandissant de toutes ces années? C'est une hyper bonne question parce que je sais toujours pas comment te dire. Je pense que c'est un travail hyper quotidien et même pas valable que pour les personnes qui ont des raisons de se sentir inférieures. Il y a des gens, ils ont l'impression que c'est sûr, ils sont moches, donc forcément, il faut qu'ils se fassent petits. Même quand t'as une raison ou quand t'as pas de raison, quand t'es beau et que tu complexes quand même de qui tu es, bah, c'est un travail au quotidien, la confiance en soi. Donc tu Donc, penses que tu es en ce moment même en train de travailler encore sur ce bien sûr, sujet-là? mais bien sûr, heureusement que c'est mon bon profil sur l'interview, sinon j'aurais été dégoûtée en regardant la vidéo. Parle-moi un petit peu je suis désolé, mais de tes relations en grandissant au moment de la puberté avec les garçons. C'est un âge charnière. Je Ouais. comprends que tu avais du mal à accorder ta confiance et tu avais peur des hommes, mais comment toute cette phase-là, elle s'est passée niveau Ah. école? Et mettons de côté un petit peu la couleur de cheveux, parce qu'on en avait parlé, Ouais. sauf si tu as envie d'en parler toi-même, Non, mais on en non. avait longuement parlé dans notre interview en toute Exactement, intimité, c'est vrai. et je pense qu'il n'y a pas que ça quand même qui permet de décrire ton enfance. Non, mais comme quand je te dis, l'image que tu renvoies aux autres, bah, c'est l'image que les autres ont de toi. Et quand tu te renvoies l'image de quelqu'un qui est pas beau, parce que tu te sens pas belle, les gens ne te trouvent pas belle. Du coup, effectivement, moi, j'ai jamais été le crush de personne au collège, on va pas se mentir. Aucun garçon n'aurait dit elle est jolie. Et même une fois, on m'a dit je te trouve jolie, mais je l'assumerai jamais parce que je veux pas que les autres le sachent. Donc, tu vois, parce qu'on va se moquer de moi, parce que blablabla. Donc, clairement, les garçons, c'était zéro, nada, insignifiant. Et je me rappelle une fois, en parlant de harcèlement, d'une fille qui avait invité des garçons en donnant mon adresse, en disant qu'il y avait une fête chez moi. Plein de garçons se sont pointés et elle a dit allez maintenant dépucelez là. Ça fait, je sais pas, 18 ans, elle est toujours pucelle, c'est grave. D'être coincée comme ça, décoincée là. Ah, le malaise. Sans connaître ton histoire et sans savoir bien sûr tout ce qui s'était passé, quand bien même ça la Oui. regardait pas. Mm, mm. Donc ouais, j'étais là, j'avais l'impression jamais j'aurais un petit ami de ma vie, quoi. C'est Puis pour j'en ça ai que eu tu as un eu ton très premier tard. petit ami tard. Ouais. Ce que tu m'expliquais. J'ai eu des petites amourettes, 21 ans. tu vois, mais 21 ans, ouais, mon vrai. Niveau scolaire, ça se passait comment? Si on met les garçons de côté et qu'on parle de la petite Fiona, mais étudiante. Ouais, moi j'étais la petite intello avec des lunettes tout devant, donc j'avais des très bonnes notes. Après, j'ai eu une petite crise où j'ai voulu faire exprès d'avoir de mauvaises notes parce que c'était mal vu. Alors j'ai jamais entendu ça. Je te promets que nous, c'était le concours. Ah, j'ai eu 0, ah ben j'ai eu 0,5, ah tu m'as battu, voilà. C'était mal vu d'être trop intelligent. Mais comment c'est Mais possible? t'as pas eu ça, toi? Ben non, moi je voulais des Non. bonnes notes et je galérais pour en avoir. Collège, moi, à partir de la 5e, mes parents, ils ont vu mon bulletin, ils ont dit, il se passe quoi? Et c'est vrai que c'était mal vu. Et des fois, les profs me disaient, écoute, t'as tout le cheminement et le résultat de fin est mauvais. C'est quoi ton problème? Je voulais pas la meilleure note. Tu avais toujours ce besoin de t'intégrer en fait. Et du coup, être nulle comme les autres. Et de ne pas être exclu. Ouais. Tu cherchais à fuir l'exclusion. Ouais, mais tu sais, à l'époque, c'était la mode de harceler un peu les gens trop intelligents dans la classe. Tu sais, quand t'as des lunettes, que t'es tout devant et que t'es trop intelligent, t'es l'intello, donc t'es forcément un bisu. T'es forcément quelqu'un de pas intéressant. Alors que quand tu fous un peu le bordel, que t'as des mauvaises notes, bah ça y est, tu peux rejoindre le clan des gens cool. Pourquoi tu dis autrefois? Tu penses que ça a changé aujourd'hui? Ouais, je pense que maintenant tout le monde. Enfin, j'espère. Ouais, non, enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, à vous de nous dire dans les commentaires, mais j'ai l'impression que quand même, il y a moins de honte à être intelligent aujourd'hui.
Le lycée, ça s'est mieux passé que le collège? Oui et non. Le lycée, moi, c'était un très grand lycée, hein. Mon lycée, c'était le plus grand de l'Aquitaine. On était 3000. On était 21 classes de seconde. Je te raconte pas, même les profs, ils connaissaient plus nos prénoms. Ça s'est très bien passé. Je me suis beaucoup plus intégrée. J'ai pris à la fois confiance en moi dans le paraître, mais à l'intérieur, non. Mais par contre, dans le paraître, de ouf. Je me suis teint les cheveux en brune. J'étais là, c'est bon, je suis une queen. Donc, ouais, les gens pourraient penser qu'au lycée, je me sentais très, très bien dans ma peau. Et c'était mieux aussi. Là, je crois que quand je me suis teint les cheveux, ça a réglé pas mal de problèmes, hein. Même des garçons qui assumaient qu'ils me trouvaient jolie. J'ai eu des petites amourettes à droite à gauche, rien de très concluant, mais en tout cas, je me sentais mieux. De plaire aux autres, en fait, j'avais l'impression que j'étais plus jolie. Grâce au regard des autres. Exactement. J'avais besoin de la validation un petit peu du regard des gens. T'as obtenu ton bac, j'imagine? Oui. Quel bac? ES, économique et social, option anglais. Ok. Par la suite, tu fais des études de management de luxe. Alors en fait, j'ai eu un parcours, j'ai fait d'abord un DUT Tech Deco. Va falloir que tu m'expliques. Ouais, Tech Deco, c'est technique de commercialisation en 2 ans et en alternance. Donc j'ai travaillé 2 ans chez Orange Business, Ok. la téléphonie mobile. Ensuite, j'ai fait 1 an dans le management de projet web. Donc c'était en e-commerce, une licence professionnelle, toujours en alternance. Et là, j'ai travaillé dans les garanties. Par exemple, quand on souscrit une garantie chez la Fnac pour un ordinateur, c'est moi qui ai fait les interfaces de web. Ok. Ensuite, j'ai fait 2 ans du coup en management et marketing de la mode et du luxe, donc mon master 1 et mon master 2, dont une année à Paris, à travailler dans la mode, et une année à New York. Une année à New York et tu as travaillé aussi pour des médias. Ouais, pour des magazines de mode à New York, c'était trop cool. Et je crois que tu as des sacrées anecdotes. Ouais, mais il y en a que j'ai pas le droit de parler. Ah, c'est pas vrai? Si, ouais, il y a des contrats de confidentialité par toute sa com française. D'accord. Mais je peux quand même dire, j'ai rencontré Kim Kardashian, j'ai rencontré Kanye West, j'ai rencontré Cara Delevingne, j'ai rencontré plein de personnes. Oufissime. Mais qu'est-ce qui t'a permis de rencontrer ces personnalités-là internationalement connues? Franchement, le secret, c'est vraiment ce que c'est d'être français. Ils sont persuadés que quand on est français, on a la science infuse et le monopole du bon goût en ce qui concerne la mode, c'est incroyable. Donc être française, ça t'a aidé aux États-Unis? Ah, surtout dans la mode. Dans la mode, on est français, on est des stars. Ah, et là-bas, vous avez des contrats donc pour pas que tu révèles ce qui s'est dit en off, tout ça? Ouais, en fait, certaines grosses personnalités ont des équipes de communication dans chaque pays. Donc, si on parle de l'une ou de l'autre, on peut avoir des soucis. Parce que vous donnez votre accord au préalable. Bien sûr, ouais. Parle-moi de tes goûts, Fiona. Mes goûts. Qu'est-ce qui constitue les goûts de Fiona à Oslo? Est-ce que tu as un livre fétiche, par exemple? Moi, j'adore tout ce qui est autobiographique. J'ai adoré le livre de Michelle Obama. Et là, je lis actuellement celui de Barack Obama. Je suis fan de ce couple. C'est mon couple. Pour quelle raison? Bah, je sais pas, derrière chaque grand homme, il y a une femme, et pas des moindres. Michelle Et Obama. derrière chaque grande femme, il y a un homme aussi. Exactement. Très bel équilibre, je trouve. Non, je les trouve intéressants. J'aime beaucoup lire des livres politiques. Moi, c'est très bizarre, mais je suis très fan de Kennedy aussi. John Fitzgerald Kennedy, j'adore tout ce qui touche à ses opinions, ses goûts. Je trouve qu'il était très en avance sur beaucoup de choses. Que s'il a été assassiné, c'était pas pour rien non plus. Enfin bref, je suis très intéressée par tout ce qui est politique. Et sinon, ce que j'aime, moi, mes goûts, si tu veux vraiment mon starter pack, hein, ça va être Justin Bieber, Ariana Grande. Ça, c'est en musique. Ouais, en musique. Ah oui, en termes de livres, là, on était. Oui, parce que j'allais dire Justin Bieber, Ariana Grande, sauf si c'est une autobiographie, quoi que. Ouais. Non, du coup, pour rester dans les livres, oui, surtout autobiographiques. Et après, j'ai lu tous les livres un petit peu de filles, Marc Lévy, tout ça. Mais ça me correspond pas à mon moi actuel aujourd'hui. Je cherche à apprendre des choses quand je lis parce que j'ai très peu le temps de lire. Alors tant qu'à faire, quitte à lire, autant lire des trucs intéressants. Et j'adore les audiobooks. C'est génial, les audiobooks. C'est vrai, tu peux cuisiner en même temps, Ouais, j'adore. écouter. Bon, ça n'a pas le même charme que des pages. Oui, c'est vrai, il n'y a pas l'odeur du livre, il n'y a pas tout ça. Mais ça reste sympatoche. Mais j'aime bien les podcasts, du coup, aussi. Et donc, Ariana Grande et Justin Bieber, t'es très pop. Ouais, moi j'adore. Ah, mais Justin, je suis fan depuis Britney? Day One. Britney, ouais, bien sûr. Ah, on va être copains. Mais tu sais que j'étais fan de Britney parce que Priscilla était fan de Britney. C'est vrai. Et moi, figure-toi que j'ai fait une interview à Priscilla Betty quand elle était dans Danse avec les stars. Déjà, j'étais très honoré de faire une interview à Priscilla Betty parce que j'écoutais sa musique, j'écoutais ses singles. Ah. Et j'écoutais sa musique parce qu'elle était fan de Britney. On est fous. On est fous. Et j'étais...
Ah non, c'est vexant si je dis que j'étais aussi doublement content d'être avec elle parce qu'elle avait rencontré Britney et que quelque part j'avais l'impression d'avoir rencontré Britney au travers Par d'elle. procuration, Ouais, un petit je peu. suis fou, Why moi not? aussi. Non, 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 non. T'as touché quelqu'un qui a touché Britney. C'est ça. On est malade. En termes de fringues, c'est quoi ta tenue fétiche? Ah, moi, je suis un vrai caméléon aussi, donc je peux jongler sur plusieurs styles. Mais c'est vrai que j'ai été très vite associée à Blair Waldorf par Beauty Mais Match. oui, Mais ça, c'est dû à un ras-le-bol d'être en tenue de danse. Tu sais, comme je dansais tu beaucoup, l'as même mis sur ta bio Instagram. la sœur cachée de Blair Waldorf. Oui, Parce que déjà, Blair Waldorf, faut savoir que je m'identifie énormément à elle, que ce soit en termes de goût vestimentaire, d'aimer New York et Manhattan. Elle était boulimique et j'ai été boulimique. Je m'identifie à son personnage, elle paraît forte, elle montre aux gens qu'elle est forte pour pas se faire abaisser. J'ai pris exemple sur elle sur tellement de choses que oui, c'est un petit peu mon mantra, tu sais, what would Blair Waldorf do? T'as été boulimique? Ouais, mais je suis toujours en guéris pas de toute façon. Ah bon? T'en connais la cause? Je suis quelqu'un de très qui se laisse dépasser par ses émotions. Et donc, quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis heureuse, je suis très heureuse. Quand je suis énervée, je suis très énervée. Et je me réfugie dans la nourriture, ça, mes émotions. Tu sais, genre, je mange beaucoup quand je suis stressée. Quand je suis C'est triste, de j'arrête l'hyperphagie. complètement de manger. Ouais, Tu manges tes émotions. un petit peu. Et il y a des moments où je suis mal, j'arrête complètement de manger. Ou alors, je mange un peu, mais je vais vomir. Je me pesais le matin, le soir. Si le matin, je me pesais, j'avais pas perdu de poids pendant la nuit, je faisais des crises, alors que je mangeais tellement pas la journée que j'avais rien à éliminer dans la nuit, en fait. Donc, je maigrissais plus. Je pétais les plombs. Et après, en fait, t'as des moments où tu meurs de faim et tout ce que tu te prives, toutes tes privations, tu manges tout d'un coup. Mm. C'est ça? À peu près. Mais Tu après, j'allais vomir, tu sais, genre vraiment, c'était... Ah, donc il y avait de l'anorexie aussi avec. Moi, je dirais que de la boulimie, mais parce qu'en fait, même à un moment donné, ma famille me disait tu manges, ils me forçaient à manger, sinon je faisais des malaises. Et des fois, je faisais exprès de trop manger parce que je sais que quand on mange trop, eh bien, on vomit naturellement en fait. Donc c'était vraiment, ouais, le poids, ça reflétait vraiment mes émotions. Et comment tu le vis, ça, aujourd'hui? Parce que Mm. c'est une maladie. Ouais, bah c'est chiant, franchement, c'est chiant. Je te cache pas que. Il paraît qu'arrêter le sucre, ça enlève l'addiction aussi à manger. Moins on mange de sucre, moins on a envie de manger du sucre. Ah bah le sucre appelle le sucre. Voilà, c'est ça. Donc j'essaie de manger moins sucré, mais j'aime trop les crêpes au Nutella, donc c'est compliqué, parce qu'après je culpabilise d'avoir mangé une crêpe au Nutella, donc je me dis je vais vomir, comme ça fait comme si j'avais pas mangé une crêpe au Nutella. Enfin voilà, c'est très compliqué. T'as vu quelqu'un pour t'aider? Oui, 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 oui. Même en Allemagne, Qu'est-ce qu'on t'a vraiment. dit? Bah, c'est très compliqué, parce que c'est très dans la tête, hein. C'est pas une maladie qu'on soigne par un médicament, tu sais, donc qu'est-ce qu'on m'a dit? Bah, d'essayer d'être équilibré le plus possible, d'être dans un environnement sain, avec des personnes équilibrées aussi, de manger des repas équilibrés. Mais juste, est-ce que tu sais de quelle façon ça se manifeste? En tout cas, à quelle période? Est-ce que c'est dans un coup de stress? Est-ce que c'est quand t'as une mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est quand t'es heureuse? Mauvaise nouvelle et stress. D'accord, donc c'est dans des phases négatives de ta vie. Oui, Des phases où t'es mal. ouais. D'accord. Mais à la fois, j'arrête de manger aussi quand je suis mal. Pour ma rupture là, très très difficile, j'ai complètement arrêté de manger. J'ai perdu, je crois, 8 kilos en un mois, même pas 3 semaines. Genre, je sais plus combien, peut-être 14 jours, je sais plus exactement, mais j'ai complètement arrêté de m'alimenter. Ah oui. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours trouver une raison et une solution parce que je suis persuadée que c'est en mettant le doigt, tu sais, sur la cause. Ouais, mais c'est trop difficile parce que les émotions, elles se reflètent à travers tellement d'événements de ta vie que tu peux pas tous les pointer du doigt. C'est qu'à un moment donné, c'est toi qui as un problème. Si cette situation, cette situation, cette situation, cette situation, cette situation, cette difficulté te pose problème, c'est que c'est toi le problème. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça viendra à toi et que tu auras le déclic. Ah, mais j'ai des moments où vraiment ça va très bien. C'est comme, tu sais, quand on est alcoolique, malheureusement, c'est une maladie. Tant qu'on boit pas d'alcool, on va bien. Et dès qu'on reboit une goutte d'alcool, on retombe dedans. Et bien moi, c'est pareil. Quand je vais bien, je vais très très bien. Et il suffit qu'à un moment donné, je pète un plomb. Et là, ça y est, ça repart dans mes travers. Du coup, j'ai l'impression d'être guérie, mais à la fois, en termes de phase de difficulté, ça m'arrivera de replonger. Et Tu ben, vois. tu verras que ça t'arrivera. Un jour, Mm. tu seras totalement guéri Ouais, j'aimerais et bien. sorti de cette situation. Mais c'est sûr, ça arrive Mm. toujours. Tu verras. Mais tu vois, c'était pour ça que Blair Waldorf, c'était un petit modèle pour moi par rapport Je à ça. comprends mieux. Je comprends. Tu vois, comme quoi parler de Blair Waldorf nous permet de mieux te Il n'y a, connaître. pas que son style vestimentaire, voilà. Carrément, Plein d'autres carrément. choses. En termes de soins, de cosmétiques, t'as une routine? Ah ouais. Non, moi, j'adore tout ce qui est naturel déjà. On me demande tout le temps pour mes cheveux. Parce que ça, c'est la base. Mes cheveux, je ne mettrai jamais de silicone dessus. Je ne mettrai jamais de tout ce qui est chimique, quoi. Le plus possible. Donc, moi, j'aime bien faire mes cosmétiques moi-même sur Aromazone. Et mon projet, mon rêve, vraiment, ça serait de faire mon propre projet dans la cosmétique capillaire. Et je travaille, pour tout te dire, dessus.
actuellement, sans en dire plus. Eh ben, tu reviendras ici nous en parler. Voilà. J'espère que tu me feras tester. Ouais, avec plaisir. C'est quoi ta passion en dehors du smartphone et de tes vidéos? Et de la mode. Et de la mode. Bah déjà, non, j'allais dire la danse, mais ça a été. Qu'est-ce que tu fais qu'on ne sait pas? Tu me poses une colle. Quelles sont mes passions? Mais je chante, moi. Ben voilà. Je chante de ouf. J'adore chanter. Je fais du piano. Piano, chanter, voilà. C'est ma passion. La danse aussi. J'aimais danser avant. J'étais danseuse, donc forcément, les deux, ouais. Tout ce qui est artistique. J'aime beaucoup dessiner aussi. Et je dessinais beaucoup quand j'étais petite, d'ailleurs. Ça, j'ai oublié de te le préciser. Mais j'étais très renfermée avec mes dessins. Je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des beaux dessins, hein. Il y a même des copines qui me demandaient offre-le-moi s'il te plaît, il est trop beau. Et ouais, j'aimais beaucoup dessiner. Et enfin, Fiona, est-ce que tu as une citation préférée? Je te l'ai dit, You were given this life because you're strong enough to live it. Eh ben c'est le moment, parce qu'on finit C'est le toujours moment, la c'est vraie vrai. histoire par la citation préférée. You're, You were given this life. On t'a donné cette on vie t'a donné, oui, because you were strong enough to live it. parce que tu étais assez fort pour la vivre. Exactement. Ok, donc c'est vraiment la définition, la citation, pardon, qui te définit. Elle est très jolie, Ah, elle est positive au final. elle est très positive. Mm. Merci Fiona Oslo Ben, pour merci cette à vraie toi. histoire partagée avec nous. Tu vois, tu avais un petit peu d'appréhension, puis Ouais. tu t'en es extrêmement Ça bien va. sortie avec une fluidité incroyable. Tes réseaux sociaux, tu nous les cites, la caméra elle est pour toi. On finira là-dessus. Alors mes réseaux sociaux sur Instagram, TikTok, Twitter, c'est I am Fiona Oslo. Snapchat aussi, I am Fiona Oslo. Et il y a juste ma chaîne YouTube qui est Fiona Oslo. Voilà, c'est très facile. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle histoire d'influenceur. D'ici là, prenez soin de vous.